Bonjour, bonjour les amis, je suis trop contente d'être de retour pour un épisode de tête à tête avec Charlotte. Comment vas-tu Charlotte? Ça va très bien et toi, Daphné? Ouais, ça va top, ça va top. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec moi aujourd'hui parce que c'est un sujet qui, je trouve, est propice aux énergies du moment et aussi de ce que je suis en train de vivre aussi. C'est d'ailleurs avec une de tes vidéos qui m'a vraiment fait un déclic. Merci à toi pour tes partages tellement humbles et dans ton authenticité. Et c'est là où on peut vraiment venir connecter à toi, à cette énergie-là qui reflète en nous. Et je trouve que c'est tellement... merci à toi, vraiment du fond du cœur, parce que ça a été le déclencheur. Du coup, je voulais parler aujourd'hui, partager à cœur ouvert sur vraiment la notion de déjà un peu recalibrer ce que c'est l'éveil spirituel, d'une certaine manière, et vraiment ce passage dans l'éveil spirituel, entre guillemets, de notre personnage, vraiment passer du contrôle de notre ego et de notre personnage à simplement l'être et la présence. Et pour vraiment l'avoir vraiment expérimenté là très récemment, il n'y a pas de mots en fait. Et pour décrire ça, ça me fait des frissons parce que c'est d'une, c'est ça simplement en fait le ressentir du plus profond de ton cœur sans le mentaliser. Il n'y a plus de mots. Tu sais, il y a une paix. Donc, en ayant regardé ta vidéo de témoignage de ton parcours, donc t'as grandi dans une situation où c'était pas ouvert, on est d'accord, hein, la spiritualité. Et du coup, tu as fait ce cheminement un petit peu seul. Et, et quand est-ce que vraiment, moi, ça m'intéresse vraiment, si on part direct dans le vif du sujet, que tu as compris, en fait, ou ce passage, en fait, cet éveil-là, où tu t'es dit, ah ouais, en fait, peut-être que je suis éveillée spirituellement, tu vois, au tout début. Hmm. Alors, ça, je me le suis jamais vraiment dit. En fait, ce qui s'est produit, c'est que, tu vois, c'est un peu ce que j'écris souvent, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Tu vois, au Mmh. début, voilà, tu bois, tu manges, tu fais ta vie et tu as l'impression que la vie, c'est ça. Bon, voilà, tu cherches un super métier, tu cherches la reconnaissance, tu cherches à t'accomplir, tu cherches à avoir une vie de couple, une vie telle que tu l'as rêvée. Et puis, tu projettes ça et puis tu cherches voilà, à mettre ça en place. Et puis, un jour, tu découvres la spiritualité et pour moi, ça a été comme une boîte de Pandore qui s'ouvre, tu vois, avec un milliard de trésors, un milliard de trucs à l'intérieur. Mais je me suis dit, mais waouh, c'est dingue cet univers! Et puis, je suis devenue complètement timbrée de tout ça. Enfin, voilà, ça a été une grande découverte. Il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à voir. Et puis, étant d'une nature plutôt curieuse et plutôt assez waouh, 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 bah, j'ai beaucoup exploré. Et ça a été une première phase, entre guillemets, dans ce réveil intérieur. Ça a été une phase d'exploration, une phase de 1 milliard de stages, 1 milliard de pratiques, 1 milliard d'outils, 1 milliard de trucs, 1 milliard de bouquins, 1 milliard de tout, se remplir, se remplir, se remplir, se remplir, se remplir. Et puis, suite à à ce remplissage, et ben, je suis tombée dans l'illusion qu'effectivement, je m'étais éveillée, tu vois? Je suis Mmh. tombée dans cette illusion-là d'un éveil intérieur où, j'avais l'impression qu'effectivement, j'étais dans la paix, j'avais plus tellement de pensées. Bah oui, normal parce que j'avais appris finalement dès que j'avais une pensée, j'avais appris à mettre un outil dessus. Donc moi, c'était le Mmh. yoga en l'occurrence que je placardais beaucoup sur mes douleurs, sur mes inconforts. Dès que j'avais de l'inconfort, je faisais du yoga et donc finalement, bah, je ressentais plus l'inconfort et puis, mon corps s'est comme anesthésié, mes pensées se sont anesthésiées, mes émotions se sont anesthésiées et puis je suis devenue, un peu sûre de moi et je me suis dit: «Bah, ça y est, c'est bon, je suis accomplie, quoi». Mmh. 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 Ouais, ouais, Voilà, ouais. j'ai touché à ça pendant un bout de temps quand même, hein. Ça a Mmh. duré bon, ça a pas duré une vie, hein, évidemment, mais ça a duré bien 2, 3 ans d'enlisement et heureusement, c'était pas très long parce qu'aujourd'hui, je constate que plus l'enlisement est long, plus c'est difficile de se désenliser de ça parce qu'après, on a une certitude totale, en fait et puis, je rajoute aussi la case, thérapie. Évidemment, j'ai fait de ma vie, ça. Donc j'étais thérapeute Mmh. holistique, chamane et donc forcément, en plus, tout ce que je faisais fonctionnait. Les gens étaient super contents, ils guérissaient, ils faisaient des voyages incroyables. Tout était, là pour me montrer que oui, effectivement, j'étais éveillée ou j'avais quelque chose de particulier et Mmh. en fait, ça a été la première étape. Donc ça a été rigolo, en fait et puis nettement moins rigolo quand je me suis rendu compte que je m'étais, complètement, raconté une belle histoire. Mmh. Ah ouais, ouais. Ça fait mal, c'est la claque, tu Ouais, bah, ça fait mal et j'ai mis un ouais. certain temps à comprendre que ça faisait pas mal à moi, enfin, ça Mmh. faisait pas mal à ce que je suis vraiment, ça faisait mal à ce que je croyais être, en fait
et toutes les projections et je m'étais créé une telle identité à travers ça et c'est con, mais on en parlait juste avant en off, mais tu sais, à travers toutes ces professions un peu, thérapeutiques et cetera, tu es vachement au centre de l'attention, en fait. Tu es Mmh. vachement reconnu, tu es vachement, enfin voilà, tu es la personne qui a des dons, qui est extraordinaire, qui a la capacité de communiquer avec l'au-delà et cetera. Donc médium, thérapeute, machin et puis, en fait, je m'étais créé une identité qui m'allait super bien, en fait et Mmh. quand j'ai dû lâcher ça, ça a été un deuil, en fait. J'ai eu l'impression de mourir à moi-même et en fait, j'étais juste en train de mourir effectivement aux petits moi que je m'étais créé. Donc j'ai mis un certain temps avant d'intelligibiliser puis ensuite de le vivre, le fait que ce à quoi j'étais en train de mourir, c'était juste mon ego, en fait. Mmh. C'était juste un petit personnage, mais dans l'instant, je n'en avais pas conscience et quand on n'a pas conscience de ça, bah, c'est extrêmement douloureux, hein. Ça, c'est sûr, c'est pas évident. On a vraiment l'impression de mourir complètement, de se dire: «Bah, je suis inutile, du coup, tout ce que j'ai fait depuis le début, ça n'a servi à rien. Du coup, je me suis perdue, bah, du coup, à quoi ça sert de continuer?» Enfin, voilà. Donc je suis passée par des étapes quand même extrêmement, douloureuses, Mmh. mais ce qui a été salvateur, ça a été le réveil intérieur, Mmh. que j'appelle pas éveil aujourd'hui, que j'appelle réveil. Mmh. J'ai l'impression, tu sais, qu'on s'est fait tout un schmilblick de l'éveil et puis pour moi, en fait, c'est comme si tous les matins, tu as un réveil qui sonne et tous les jours, tu as des réveils, en fait, intérieurs. Tous les jours, tu as des prises de conscience, tous Mmh. les jours, il y a des trucs qui te percutent. Tous les jours, tu le disais encore en off: «J'ai vu ta vidéo, pouf, ça a percuté». Mmh. Bah, pour moi, ça, c'est un micro réveil, en fait Mmh. et puis, toute la vie, tous les jours, il y a des micro réveils dans les réveils et la somme de tous ces réveils font qu'au bout d'un moment, il y a une prise de conscience et Mmh. cette prise de conscience fait un peu changer la face, fait changer finalement la manière dont on perçoit la vie. Mmh. Ça permet de changer la perception de notre vie et au fur et à mesure, à force de changer cette perception, c'est-à-dire de voir de plus en plus loin finalement, avec plus en plus de recul, bah, on commence à avoir une vision plus élargie. Et Mmh. plus on a cette vision élargie, plus finalement on perçoit la réalité, non pas avec la tête collée sur le carreau, mais avec un temps de recul qui nous permet de ne plus réagir et se perdre dans la scène, dans ce qu'on considère, nous, la réalité. Mmh. Donc voilà. Donc Ouais. c'est un peu comme ça que ça s'est produit. Il y a eu un événement très fort qui a fait un effet un peu, voilà, qui a secoué le cocotier, on va dire ça comme ça, et Ouais. qui m'a permis de me rendre compte, que je faisais fausse route. Mais pas fausse Mmh. route, parce qu'en fait, il y a pas de fausse route, mais qui m'a permis, en gros, qui m'a dit: «Bon allez, c'est bon, elle s'est amusée pendant 3 ans, maintenant c'est bon là, tu vois? On va pas y passer le réveilon non plus, hein, l'ami là, il serait peut-être temps que tu fasses autre chose quand même de ta vie». Ouais. Donc voilà, c'est comme ça Ouais. que ça s'est produit. Mais ce qui est intéressant, en fait, et ce que j'ai aussi remarqué chez moi en faisant un peu le recul, c'est que, tu sais, depuis 10 ans, tu reçois des notions, tu vois, tu prends conscience de choses, tu as des notions qui viennent, ouais, ça, tu vois, tu le proclames comme étant vérité, machin. Puis en fait, la claque, en fait, c'est de me rendre compte que je l'incarnais pas du tout. C'est ça. Et ça, c'est très difficile parce que c'est là où, en fait, il y a le syndrome de l'imposteur, la Mmh. légitimité aussi de dire, attends, je suis en train de dire un truc que je suis pas en train de vivre, en fait, et de vibrer. Il y a un souci, en fait. Et c'est là où, en fait, tu te dis, je pense que d'ailleurs, tu l'avais aussi dit dans ta vidéo. Là, c'est aussi une bonne indication de voir si c'est vraiment de vivre, en fait, ton message, en fait, ce que ton élan du cœur, vive-le sans attente, d'une Et certaine oui. façon. Bah, après, ce dont je me suis rendu compte et je pense que ça aidera beaucoup de personnes qui vont écouter cette émission. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, quand, il y a eu ce gros, Mm, ce gros séisme intérieur, ce qui a été très bizarre parce que tu vois, je pensais exactement la même chose que toi. Je me dis j'ai réalisé en fait durant ce séisme que j'avais passé mon temps à prêcher la bonne parole, mais que je mm, l'incarnais pas du tout, tu vois? Et du coup, suite à ça, c'est créé un espèce de syndrome d'imposteur, crise d'illégitimité. Je me suis dit: «C'est bon, j'arrête tout quoi, je vais faire mm. caissière chez Lidl et on n'en parle plus», enfin, tu vois? Enfin, sans vouloir, À critiquer fond. qui que ce Ouais, soit, mais ouais. je retourne dans la matière et je fais un métier, alimentaire et puis, ça ira très bien comme ça. Et en fait, ce qui a été très bizarre avec ce parcours, c'est que, ce qui m'a été demandé, ça a été de continuer mon activité. Et donc à Mm, l'époque, j'avais déjà arrêté les soins, les machins, parce que je m'étais déjà rendu compte que ce sur quoi je devais me concentrer, c'était le collectif. Ce qui m'était mm, demandé, c'était du collectif. Donc je faisais des stages, des retraites, voilà, des formats plus ou moins longs où j'accompagnais des groupes. Et puis, à ce moment-là précis, on me dit: «Mais non, mais il faut continuer». Et puis là, j'ai pas compris parce que je me suis dit: «Bah ouais, mais je peux pas continuer quelque chose, je l'incarne même pas, je vais continuer à le dire». Mais tu vois la dissonance que ça crée, mm, l'inconfort que ça crée, c'est horrible! Et puis en fait, j'ai persévéré et je me suis écoutée profondément, dans cette démarche et je me suis dit: «Bah, si ça se ressent comme ça qu'il faut que je continue, bah, je continue». mm, Mais en fait,
à l'instant où j'avais réalisé profondément que je l'incarnais pas, ça avait tout changé. Ça avait Mmh. tout changé dans ma manière de le transmettre. Parce qu'au début, quand je transmettais, vu que j'étais sûre de moi, tu vois? Ouais. J'avais ce truc sûre de moi, bah, jamais je me montrais vulnérable. Mmh. Jamais, je citais un exemple où j'y arrivais pas. Parce qu'en fait, Bah, ouais. c'était trop, bah, tu vois, c'était trop dur pour l'ego, quoi. Je me disais: «Je vais quand même pas, alors que je leur transmets la bonne parole, je vais quand même pas montrer que je ne sais pas l'appliquer moi-même» et en Mmh. fait, ça a tout changé. C'est-à-dire, j'ai continué, mais tout en continuant, effectivement, je retranscrivais ces enseignements, tout en expliquant à travers des exemples précis de mon parcours que je n'y arrivais pas, en fait Mmh. et c'est ce qui a fait la force de l'enseignement. C'est ce qui a vraiment fait la force. Ça a été le moment où alors au début, ça a été extrêmement dur, hein, cette vulnérabilité, j'avais l'impression de crever à chaque fois que j'allais le faire. J'avais le palpite qui faisait ça. Je me disais parce que Ouais. tu sais, il y avait cette peur inconsciente de dire: «Mais si j'ose dire que je l'incarne pas, et ben les gens, ils vont plus venir à mes retraites», tu Bah, vois? ouais, c'est C'est pas clair. logique, tu vois? Tu te dis, «Bah oui, mais bon, si je dis qu'en gros, je prêche juste une parole, mais qu'en fait je l'incarne pas, beh, les mecs, ils vont se dire: "Bah, c'est bon, elle nous fait chier l'autre, on va pas Ouais. payer 500 boules pour venir voir quelqu'un C'est qui sait clair. même pas incarner ce qu'elle raconte", tu vois? Ouais. Et bah, figure-toi que j'ai été extrêmement surprise parce que c'est l'effet inverse qui s'est produit. Mmh. Voilà. Et Ouais. en fait, je me suis rendu compte avec cette expérience que ça c'est justement ces retraites, ce travail en collectif, le fait d'animer tout ça et le fait de montrer cette vulnérabilité qui m'a permis d'intégrer les enseignements. Qui m'a Mmh. permis de passer de la sphère de la compréhension mentale de l'enseignement au fait de la vivre. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'avait percuté une phrase, je sais plus qui c'est qui l'avait dit ou dans une vidéo. Sois attentif et conscient de si la personne en face de toi incarne son message. Bah oui. Tu vois, et en fait, ça m'a. Après, en fait, tu vois tellement, tu dis, oh là, oh non! Tu sais, tu vois en fait que la personne, elle parle, mais c'est pas du tout ce qu'elle vibre en fait. Être dans la spiritualité ou dans le développement personnel, d'une certaine manière, ça veut rien dire. Ah, enfin, tu vois, c'est un paraître. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux Bah paraître. oui, bah bien Et, sûr. et c'est important de le dire parce que dès que moi, tu vois, quand je suis entrée dans cet univers, je suis là, mais, oh, c'est tous des maîtres, tu sais. Mmh. J'avale les paroles de tout le monde parce qu'ils ont un statut, parce qu'ils ont des gens qui le suivent sur YouTube, donc ils disent la vérité. Puis tu perds ton discernement, puis la vie, elle vient te chercher. Viens, perds ton discernement. Ben, on va, tu vois, les expériences de la vie, elles vont te montrer qu'il faut que tu gardes ton discernement. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, où tu te fais happer dans un truc très négatif, puis en fait, tu te rends compte en 2 secondes, tu peux en sortir parce que c'est toi qui décides, tu vois. Bah bien sûr. Parce que moi, maintenant, entre guillemets, ma définition, la spiritualité, pour moi, c'est la vie. C'est tout. Mais c'est ça, tu vois. Il n'y a aucun truc, il n'y a aucune quête. C'est la vie, c'est que ta vie que tu es en train de vivre maintenant dans ton expérience. C'est ça, en fait, tu vois. C'est Et ça. en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi, durant ces formats collectifs et Ouais. donc au moment où on commence à parler de l'ego et on commence à parler de tout ça, il y en a Mm. beaucoup qui, en fait, à travers le fait d'écouter les enseignements et le fait de les vivre aussi, parce qu'en dans durant ces formats, on propose de Ouais. le vivre. Donc ils intègrent, ils intègrent, ils intègrent et au bout d'un moment, ils se rendent compte, comme toi tu l'as dit, qu'ils ont passé leur temps à chercher des outils, des formations, à écouter des gens, à prêcher la bonne parole et cetera et que finalement, toutes ces choses auxquelles ils se sont reliés, bah, ils se rendent compte que, tu sais, moi j'appelle ça le langage de lumière. Ils se rendent Mm. compte que tous ces gens avaient un beau langage, mais que c'était pas vibré. Donc ils se rendent Mm. compte. Et puis, de là arrive une espèce de tu sais, une espèce de c'est une forme de colère déguisée, c'est-à-dire, Mm. tu sais, genre: «Putain, fait chier, comment j'ai pu me laisser avoir comme ça?» tu vois? Et puis Clairement. après, c'est limite, tu te dis après si tu critiques l'autre et tu te dis: «Bah ouais, dans ce milieu, c'est vrai que de toute façon, il y en a quand même beaucoup qui sont à côté de la plaque». Et puis après, moi, je leur dis tout le temps: «C'est marrant». Ben oui, moi aussi, je suis passée par là, sur cette phase un peu ingrate où tu critiques tout le monde parce que finalement, après, tu le vois chez tout le monde. Ouais. Et après, je me suis rendu compte aussi que c'est ce que je dis aux stagiaires et ils aiment pas quand je leur dis ça, mais je leur dis quand même, je leur dis: Mm. «Tu sais, c'est parce que tu es allé voir cette personne, en l'occurrence, cette formation, voilà, c'est parce que tu es rentré dans ce processus-là avec cette personne qu'aujourd'hui, tu te rends compte de ça». Et Clairement. je dis tout le temps que parce que quand on commence à parler de l'ego spirituel, tout le monde décampe, mais je dis tout Mm. le temps: «Si tu as attiré à toi, si tu as été attiré par cette personne qui, fait telle chose et C'est qu'aujourd'hui tu te rends compte que cette personne est dans l'ego spirituel, bah, remercie-la parce qu'en fait, ouais. elle joue son rôle. Elle vient de t'aider à te rendre compte que toi-même, tu étais berné». Mm. Donc en fait, c'est de là qu'on sort finalement de cette dualité, parce que c'est très courant aussi dans ce milieu d'avoir, que des opposés là Ouais. et finalement sous couvert d'amour, tout le monde prêche sa petite parole personnelle et tout le monde essaie de prouver que sa parole c'est la meilleure. Ouais. Donc je trouve ça toujours très rigolo et bon bref et tout ça pour dire que à travers ça, les gens ils se rendent compte après et puis c'est ce que je leur dis. Je leur dis: «Mais en fait tout le monde joue son rôle.
Et heureusement qu'il y a des personnes qui jouent des rôles d'ego spirituel, des rôles de maître, des rôles de chaman, des rôles d'énergéticien, des rôles de et qui sont perdus dedans. Parce que ça ne peut qu'aider les personnes qui viennent à eux à se réveiller à eux-mêmes, justement. Mm. Parce que quand tu t'enfonces profondément dans un truc, tu vois, que tu commences à tomber dans un masque comme ça, et que tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, à force de te remplir de ça, il y a un moment, la coupe, elle explose. Il y a un moment, la tasse est pleine. À un moment, tu te dis: «J'en ai ras-le-bol de jouer, au chaman avec les plumes dans mes cheveux», tu vois? Il y a un moment, tu réalises. Mais si tu en fais pas l'expérience, si tu te remplis pas de cette expérience, et ben, c'est pas évident de réaliser. Mm. Donc en fait, tous ces êtres-là, ils jouent leur rôle parce qu'ils nous remplissent de ces costumes, ils nous remplissent de ça, ils nous remplissent de tous ces positionnements, de tous ces complexes d'infériorité et surtout de supériorité. Mm. Et finalement, ils nous aident parce qu'ils nous énervent au bout d'un moment. Et quand ça commence à t'énerver, quand ça commence à te montrer quelque chose, bah, c'est le moment où la tasse, elle explose et où ce qui est à l'intérieur finit par se déverser. Et là, on appelle ça une évolution. Ouais. Donc en fait, c'est ça qui est génial. Mais oui, je te rejoins, la spiritualité, c'est la vie. Mais mais voilà, c'est normal aussi qu'il y ait des personnes qui aient besoin de se raccrocher à des outils, de se raccrocher à des Mm. perspectives, de se raccrocher à tout ça. Parce que c'est aussi à travers le fait de se raccrocher à quelque chose, tu vois? C'est comme, je dis souvent en retraite, pareil, tu as une maison. La maison, Mm. c'est toi, tu as bâti ta maison toute ta vie. D'accord? Alors oui, dans l'enfance, on t'a dit ça, c'était les fondations. Et ensuite, tu as commencé à construire ton petit mur et ta toiture. Puis un jour, tu arrives ici et puis comme toi, là, tu te rends compte que, beh, toute la maison, elle est complètement pourrie à chier, tu vois? En fait, depuis le début, je me suis gourée. J'ai eu les fondations, c'est pas les bonnes. Donc Mm. tu as qu'une seule envie, c'est de faire péter la maison et de Mm. recommencer à zéro. Oui, mais sauf qu'avant de faire péter toute la maison, il y en a qui ont besoin d'étapes intermédiaires. Donc, ils vont Mm. commencer par démonter la toiture, ils vont utiliser tel outil. Ensuite, ils vont démonter les murs, ils vont utiliser tel outil. Ils vont se raccrocher à tel courant, à telle matrice, à telle manière de voir la vie. Et puis, un jour, il faudra finaliser par creuser et puis retirer les fondations. Et ce jour-là, après, il sera proposé de tout lâcher et de Mm. dire effectivement que la spiritualité, c'est la vie. Ouais. Mais il y a des étapes intermédiaires. Mm. Ouais, mais ça me parle ce que tu dis parce qu'à un moment donné, tu te dis, attends, ok, alors j'ai besoin de prier chaque jour 5 minutes. J'ai besoin d'utiliser mon tarot. Ah non, celui-là, attention, avec la main gauche, tu vois, sinon ça va pas. Ou si je fais une vidéo, j'ai besoin de prier 15 minutes avant, tu vois, ou j'ai besoin de faire 30 minutes de yoga. Et t'as en fait ces étapes, après tu dis non, 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 ok, ça peut-être, ouais, non, 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 non. Ouais, puis après, ça me parle ce que tu dis parce que normalement, tu te dis, mais attends, en fait, il n'y a rien besoin. J'ai juste besoin d'être là avec moi, dans ma présence à l'instant, tu vois, et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que tu dis souvent aussi, et ça me parle aussi avec en fait, le corps, simplement Oui. le corps. Et moi, très longtemps, je reniais, j'étais, ah non, mais les oiseaux, c'est cool là-haut, ça va bien. Tout, j'ai pas besoin d'être là, tu vois, ancré, mais non, tu peux parler avec Dieu, c'est tout bon, tu vois. Alors qu'en fait, tu patauges parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ton corps, quoi. Tu vois, donc merci de parler de ça, c'est tellement important, le corps, en fin de compte. Ben oui, parce que c'est vrai qu'après, on se retrouve avec la problématique suivante. C'est à nouveau des personnes qui viennent à moi et qui me disent: «Beh, c'est bien gentil tout ça, mais moi je comprends pas. Dans ma vie, j'ai plein d'idées, je suis connectée avec plein d'univers, de galaxies, de je sais pas quoi». Bon, bah, très bien, mais il y a rien qui se concrétise. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a rien qui se concrétise et j'en souffre en fait et j'y arrive pas et je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Mm. Ah ouais, que tu Ouais. c'est comme ça, c'est une évolution. Mais donc, du coup, le corps, vraiment, c'est le seul, enfin, c'est le seul, c'est ton instrument de l'instant maintenant. C'est le grand paradoxe, de la spiritualité. Moi, il m'a fait longuement rire parce que j'avais beaucoup de mal à l'accepter celui-là. C'est-à-dire, j'ai beaucoup repoussé cette idée Ouais. parce que en fait, dans le milieu spirituel, on te dit: «Tu n'es pas ton corps». Mais ce qui est vrai d'un certain point de vue. Bah oui, heureusement d'ailleurs, je ne suis pas mon véhicule, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Oui, bah d'accord, on a compris. Mais Ouais. quand tu as dit ça t'avance en quoi? Tu vois? Ouais. Alors bon, moi, c'est vrai que j'ai entendu ces enseignements très tôt dans ce milieu et puis, bah, en fait, ça m'a coupée de tout ça. J'étais une ancienne sportive, j'étais quelqu'un qui était vachement dans le corps et qui avait beaucoup de problématiques dans le corps. J'avais des Mm. douleurs, je faisais de la boulimie, de l'anorexie, des choses comme ça, donc j'avais vraiment beaucoup de thématiques plutôt corporelles et puis, j'ai mis tout ça de côté parce qu'on m'a dit: «Tu n'es pas ton corps». Et Mm. donc, j'ai mis le corps de côté, puis je me suis dit: «Bon, après tout, c'est vrai, le corps, on s'en fout». Puis j'ai commencé à développer plutôt les dons médiumniques, donc Mm. canaliser, parler avec les machins chouettes, enfin bon, voilà, bref, je passe les détails, c'est pas le plus intéressant. Et puis ce qui m'a ramené au corps, bah, ça a été à ce moment-là, au moment où on a secoué le cocotier et bah, c'est mon corps qui a été secoué. Et puis, bah, du Mm. coup, ça m'a ramené dans le corps. J'ai pas eu d'autre choc que de revenir dans le corps parce que mon corps m'a fait mais tellement mal.
Et il m'a fait mais tellement mal, mais ça a été mais tellement douloureux, mais vraiment, enfin pire que, l'accident de la route que j'ai eu à 22 ans, pire que, Mmh. tu vois? Pire que tout le reste que j'avais vécu. Au moment où la vie m'a secouée, mon corps, il est rentré dans une douleur, mais extrême. Je pouvais pas soutenir ça, c'était mais voilà. Et Mmh. donc du coup, ça a été un peu un appel au secours du corps qui m'a dit: «Mais reviens!» Et j'ai pas eu d'autre choix parce que c'était extrêmement douloureux. Donc j'ai été obligée de remettre de l'attention là, parce que ça me faisait tellement mal que je ne pouvais plus l'éviter. Mmh. Et c'est con d'en être passé par là et je souhaite à tout le monde de ne pas devoir en passer par là, parce que souvent c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. On n'a pas besoin de souffrir, hein, mais bon, moi ça a été le cas. Donc ici, j'ai eu cette douleur, ces douleurs atroces mais abominables, donc ils m'ont obligée de revenir ici et c'est là où progressivement, je me suis rendu compte d'un paradoxe, mais incroyable, mais encore aujourd'hui, des fois, il me fait bugger ce paradoxe. Mmh. Je me suis rendu compte, par l'expérience du coup, parce que je ne connaissais pas cet enseignement, j'ai moi-même vécu l'enseignement avant d'en tirer un enseignement. Tu vois ce que je veux dire? La Mmh. démarche, Ouais. elle a été inversée. Et puis, en revenant dans ce corps, je me suis rendu compte que un, c'était extrêmement douloureux, que du coup, je comprenais pourquoi je l'avais fui toute ma vie. Mmh. Et au fur et à mesure de persévérer, parce que je n'avais pas d'autre choix, je me suis rendu compte que le corps physique était la porte d'accès aux autres corps. Le Mmh. corps physique était une porte d'accès incroyable à la présence, que le corps physique était une porte d'accès incroyable à mes émotions, à mes pensées, et qu'en fait, à travers le corps physique, j'avais accès à tous les autres mondes. Mais la particularité du corps physique, c'est qu'il ne mentait pas. Et ça, je Mmh. m'en suis vraiment rendu compte. Ça ment pas un corps physique. Par contre, un corps mental, ça ment, hein, tout le temps, hein. Les Mmh. pensées, ça raconte n'importe quoi, hein. Puis les émotions, ça peut vraiment être complètement, déformé par les histoires, par justement les pensées qui sont sous-jacentes avant. Mmh. Par contre, le corps, lui, il ment pas. Le corps, quand tu respires mal, tu respires mal. Ça peut pas mentir. Je veux dire, c'est mécanique, c'est biologique. Et donc, je me suis appuyée sur cette mécanique. Je suis revenue à quelque chose de simple et je me suis dit: «Si le corps ne ment pas, bah, si j'apprenais à l'écouter, peut-être que je pourrais entendre ce qu'il a à me dire». Mmh. Et de chemin, faisant, je me suis rendu compte par la suite que le corps était non seulement un ustensile au service, bah, de déclencher son évolution parce qu'en fait, il était sans cesse là et il était sans cesse en train de me montrer ce qui était pas au clair avec moi. Mais je voulais pas le regarder parce que j'avais décrété qu'on n'était pas son corps, tu vois? Et que le Mmh. corps, c'était pas intéressant, tu vois? Et donc j'ai plongé dans ce corps. J'ai plongé dans ce corps, non pas en cherchant à comprendre les messages de mon corps, parce que ça, à nouveau, c'est une belle histoire, mais tout simplement en plongeant à l'intérieur, c'est-à-dire en ne réagissant plus au fait que ce corps me fasse sentir des choses qui m'étaient désagréables. Donc au début, je réagissais, je cherchais une solution pour arrêter, l'inconfort. Après, j'ai cherché une solution pour me muscler, pour aller mieux, pour ceci, pour cela. Et un jour, je me suis dit: «Mais si j'arrêtais de réagir à ça? Et si j'acceptais tout simplement que oui, dans sa sagesse et dans cet inconfort, il me propose des expériences et que justement, le but, c'est d'arrêter de réagir à ça». Et le jour où j'ai fait ça, ce qui s'est produit a été fabuleux. C'est-à-dire ça a déclenché l'évolution, ça a été hallucinant. C'est Mmh. comme si, tout continuait, les mécanismes ont continué à s'exprimer, tout s'est exprimé à travers mon corps, mais c'est comme si ça n'avait plus d'emprise sur moi. Ça n'avait plus Mmh. d'emprise sur un espace plus profond à l'intérieur de moi. Et de fil en aiguille, du coup, j'en suis arrivée à me rendre compte que le corps était une boussole, que le corps était rempli de capteurs physiologiques qui peuvent être des point de repère, que le corps était comme une carte et que ce que tout le monde cherche dans le monde spirituel en disant: «Mais oui, mais moi je cherche» et cetera, espèce de quête. On pourrait dire que pour trouver un objet caché, il faudrait une carte. Bah, je me suis rendu compte que cette carte s'appelait le corps Mmh. et que en fait, à travers le corps physique et à travers le fait d'apprendre à comprendre ce corps et à l'accepter tel qu'il est et ne pas chercher à le changer, bah, finalement, je faisais le travail en même temps sur tous les autres maillons de ma vie. Mmh. Travail qui est beaucoup plus dur dans le corps mental, parce que le mental, c'est hyper dur au début, c'est 60 000 pensées par jour. Les émotions, ça nous ballotte, ça nous tentacularise, ça nous déborde, donc c'est hyper dur de commencer par là. Alors que le corps physique, il y a une simplicité quand même qui est physiologique, qui est biologique, qui est anatomique et qui est simple, et qui est presque mathématique. Donc en fait, ça fait beaucoup de bien et ça ramène à quelque chose qui est dans la matière. Et en plus, dans ce corps, ce qui est génial, c'est qu'il y a des capteurs dans le corps qui ne font que bouger et qui ne font que se répéter. On respire toute la journée. Bah, c'est un capteur qui est toujours là et qui peut devenir finalement comme un objet de concentration. Et Mmh. je me suis rendu compte que le fait de me concentrer sur un capteur de mon corps me ramenait au centre de moi-même.
Ouais, Et que après, c'est vrai que je côtoyais des gens qui me disaient: «Beh, ouais, mais moi, je suis décentré, j'aimerais bien apprendre à me centrer». Tu sais, dans le milieu spirituel, on dit ouais, beaucoup ça. On oui. dit: «Bah, voilà, là, j'ai été déstabilisée». Admettons, tu es dans ta vie, quelqu'un te déstabilise, bah, oui, c'est la vie, tu vois? Et puis après, j'avais des gens: «Mais comment tu fais pour te recentrer, pour t'ancrer?» Et on me posait toujours les mêmes questions. Ouais. Et je disais: «Beh, c'est simple, en fait, se recentrer, c'est revenir dans le centre». Bah, c'est se concentrer. Mmh. Et j'avais des gens qui venaient me voir comme ça en me disant: «Ben moi, c'est bon, je suis recentrée, j'ai fait ma prière de gratitude». Puis je voyais leur corps physique. Je me dis: «C'est pas centré ça». Si, Mmh. c'est mais le corps qui était complètement de travers. Je dis: «Mais comment veux-tu être centré dans tes corps si tu n'es déjà pas centré dans ton corps physique?» Le centre de gravité, c'est dans le bassin. C'est pour ça qu'on appelle ça le bassin. Le bassin, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, tout cet apprentissage a consisté justement à réapprendre à sentir d'abord le centre, à le sentir. Mmh. Plutôt qu'à l'imaginer, grâce à une prière énergético je sais pas quoi. Je ressens ce que ça me fait dans mon corps quand je suis au centre de mon corps. Mais ça, c'est hallucinant. Mmh. Ça, c'est encore aujourd'hui, je veux dire, moi, ça a été un parcours de 3 années de recentrage dans le corps physique. C'est-à-dire, je me Mmh. suis rendu compte à travers des photos, à travers aussi, bah, le fait que je me filme et cetera. Je me suis rendu compte que mon bassin était complètement, déstabilisé et j'ai eu un problème de bassin toute ma vie. Et je me suis rendu compte que mon bassin était toujours mis dans plus en avant et que j'avais toujours les épaules très fermées et très en avant et que j'étais jamais au centre de mon corps. Et ça a pris à peu près 3 ans pour réapprendre à retrouver le centre de gravité, à me repositionner dans le centre de mon corps. Et quand je suis dans le centre de mon corps, je peux t'assurer que les autres corps s'alignent Mmh. parce que tous les corps sont imbriqués les uns dans les autres. Ouais. Ah, mais ça me parle trop ce que tu dis. Et ça me fait penser, quand au tout début, là, tu te dis, tu essayes un peu enfin, tu te concentres sur ta respiration. En 2 secondes, tu vois que tu n'arrives pas à respirer. Et t'es là, Oui, tu tu es bloques en deux bloqué, secondes et tu comprends. diaphragme. Mais oui, parce que et puis, ça me fait penser aussi récemment où je faisais l'expérience, tu sais, quand je suis tombée malade, en fait. Oui. Et puis, d'un coup, tu te dis, oh, mais non, mais je suis alignée, je peux pas tomber malade, tu vois. Et en même temps, tu bloques ton truc, tu essaies direct de bloquer le corps, alors qu'il essaie juste de te montrer l'expérience qui est devant toi. Et en fait, je me suis dit, OK, je lâche prise. Franchement, je lâche prise. Vas-y, prends-moi la maladie, tu sais, vas-y. Mmh. Et franchement, elle est sortie comme elle était entrée. Enfin, tu vois. Et en fait, on veut plus entendre le corps te dire, mais non, c'est bon, je peux pas avoir mal. C'est pas bien d'avoir mal. Tu vois, C'est c'est pas pas bien bien. d'avoir mal. Tu vois. C'est vrai, hein. Et puis pareil, c'est pas bien de tu sais, j'en vois beaucoup qui me disent: «Beh, moi, je lâche prise». Puis je les vois comme ça. Ouais, c'est encore plus. Ouais, c'est Comment ça. c'est possible de lâcher prise si tu es comme ça, en fait? C'est fou de penser que le lâcher prise, une prière suffit. Bah non, Mm. parce que si, le corps physique envoie le signal inversé, ta prière, elle ira jamais au bon endroit, en fait, parce qu'une prière, elle ne peut pas émaner depuis le bon espace si ton corps est tendu, en fait. Ça part du corps, c'est un accordéon, en fait, c'est magnifique. C'est corps mental, corps émotionnel, corps physique et c'est un accordéon magnifique qui fait que des allers-retours comme ça, comme une respiration. Soit on part effectivement du corps mental, mais c'est plus dur, soit on Mm. part du corps physique et on remonte, soit on fait les 2 en même temps. Et c'est un mouvement qui est magnifique, c'est une danse en fait. Mais non, nous, Mm. on veut tout de suite trouver la solution. Ouais, c'est ça. Il y a un problème, comme tu disais, je veux me libérer de ça. Mais juste, enfin, déjà, on revient à l'acceptation de ce qui est, tu vois. Mmh. C'est que tu renies, en fait, ton corps d'une certaine manière et ton expérience. Mais on peut en parler, du coup, de ce corps mental, là, de notre ego. Mon cher ego, merci, je t'aime. Tu m'as fait chier, par contre. Non, mais pour revenir, parce que ce que tu dis, je trouve ça hyper pertinent, du fait que l'ego, d'une certaine manière, au tout début, je voulais dire, mais moi, l'ego, je veux pas, j'en veux pas. Il est nul, ciao, j'ai pas besoin, tu vois. Et bien, en fait, je sentais tellement cette contradiction, ce combat intérieur où j'avais aucune chance de gagner. Je me faisais assaillir par les 1000 pensées, tu vois, que je m'étais identifiée à cet ego-là. Je pense, en tout cas de ma vision, c'est qu'il faut simplement qu'il revienne à sa place, d'une certaine Oui. manière. À sa place sur Terre, dans cette vie-là, il nous sert à être une personne, enfin, une identité. C'est ce qu'on a voulu jouer, non, d'une certaine manière. Bah, en fait, c'est parce qu'il y a plein de confusion avec l'ego. Déjà, il y a Voilà. plein de gens qui mélangent l'ego et le mental. Voilà. Déjà 2 choses complètement différentes. Mais en fait, pour vraiment faire quelque chose de simple, l'ego, c'est la personnalité. Donc oui, je suis d'accord. Enfin oui, en fait, on ne peut pas faire sans.
Mhm. On ne peut pas faire sans. Quand on arrive ici, on a déjà une personnalité qui va en plus se polir et se mettre en lumière davantage au plus il va y avoir des expériences. Donc c'est pour ça que l'enfant, il va se construire à travers son maillage socioculturel, environnemental, familial, et cetera. Et il va polir ce joyau qu'on pourrait imaginer que c'est comme une boule à facettes, Mhm. avec des facettes de personnalité. Et puis cette petite boule à facettes remplie de facettes, c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc l'ego, il y a aucun problème, c'est notre personnalité et c'est ce qui permet, d'un certain point de vue, d'avoir une forme de, comment dirais-je? D'unicité quelque part, enfin, tu vois? C'est ce qui fait la richesse de l'humanité d'avoir, des personnalités différentes d'une personne à l'autre. C'est ce qui nous enrichit les uns des autres, c'est ce qui nous permet de travailler les uns avec les autres, c'est ce qui nous permet de co-créer, c'est ce qui nous permet de faire plein de choses. Donc il y a aucun souci avec ça. En fait, le seul souci, c'est le moment où on croit que ça, c'est nous. Voilà. Mhm. Et où on va s'identifier à notre personnalité. C'est-à-dire imaginer l'espace d'un instant, c'est un truc de fou quand même quand il pense, mais c'est ce que tout le monde fait. Pas Mhm. tout le monde d'un point de vue général, mais la grande majorité des êtres, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, on va croire que, par exemple, un de nos traits de personnalité, c'est nous. On va dire, par exemple, je suis timide. Mais Mhm. plutôt que de tout de suite savoir que je suis la présence qui expérimente la timidité pour mille et une raisons qui font que cette expérience sera comme elle sera, et ben non, nous on va s'identifier à ça et on va en faire une souffrance, une blessure. On va commencer à croire que ça c'est nous et ce truc-là qu'on va croire que c'est nous va nous faire souffrir. Parce qu'après on va se mettre la pression pour jouer à ça, ou on Mhm. va plus savoir en sortir. Donc par exemple, on va avoir comme ça, je prends l'exemple d'une femme ou d'un homme qui, vont avoir par exemple des enfants. Donc d'un Mhm. seul coup, ça va devenir papa et maman. C'est un nouveau rôle qui va se créer naturellement puisqu'on va avoir des enfants. Donc oui, une de nos casquettes va être le rôle de papa et le rôle de maman et il y a pas de souci avec ça, heureusement d'ailleurs. Il y a pas de problème. Sauf qu'au bout d'un certain temps, peut-être que le parent, souhaitant bien faire, bien sûr, pleine de bonne volonté, avec cette envie d'y arriver et cetera et sous couvert bien sûr d'amour, se met vachement la pression Mhm. et va commencer à s'identifier à son rôle et va commencer à se dire: «Oui, mais bon, moi, il faut que je sois une bonne mère, un bon père. Pour être une bonne mère ou un bon père, il faut que, il y a que, tata». Il va commencer à se mettre la pression comme ça. Et puis un jour, on va retrouver papa et maman en burn-out et qui vont péter un câble sur les gamins. Mhm. Et qui vont dire: «Mais je comprends pas, moi, c'est la dernière chose que je voulais, je les aime tellement» et cetera et qui vont souffrir du coup parce qu'ils vont se retrouver en train d'être dans une posture totalement, hallucinante avec des enfants et ils vont en souffrir parce qu'ils auront fait tout le nécessaire pour être le meilleur père et la meilleure mère, mais ça va se terminer ou ça va se solder par un truc qui ne fonctionne pas. Ou sinon les enfants n'auront aucune reconnaissance, aucune gratitude et vont regarder les parents en disant: «Tu l'as vu, je suis là, tu nous as pas éduqués correctement». Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On retrouve comme ça des papas, des mamans à bout de force, à Mhm. bout de tout, qui sont complètement lessivés et qui se mettent la pression comme ça. Mais qui est-ce qui fait ça franchement? C'est pas papa et maman qui fait ça, c'est l'identification inconsciente que l'on a au rôle de papa et de maman. C'est la pression qu'on se met pour être le meilleur Mhm. papa ou la meilleure maman. Et qui est-ce qui fait ça? Bah, l'ego, c'est à la base, c'est juste le rôle d'eux, mais le Mhm. fait que je m'identifie à ça et que je crois que ça c'est moi, je me mets la pression et soudainement j'ai l'impression que il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et je rentre dans toute une série de «il faut» et là je m'enferme et là je souffre. Là je souffre terriblement. Et donc, le souci n'a jamais été l'ego. Voilà, c'est pour ça. Ça, c'est la première chose à dire. Le souci n'a jamais été l'ego. Le seul souci, c'est qu'on s'identifie au costume que l'on joue. Et de cette identification va jaillir une souffrance. Parce que après, le problème, c'est qu'on ne sait plus comment en sortir. On ne sait même plus d'où c'est venu parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on s'est identifié à ça. Ça va très vite, hein, c'est très subtil, c'est sournois, c'est d'une rapidité. Et je dirais presque que c'est ce qui est demandé pour évoluer. Donc c'est presque Mhm. logique qu'inconsciemment on s'identifie à ça, pour ensuite apprendre à s'en désidentifier. Parce que c'est par le fait d'expérimenter ce que n'est pas la présence qu'on chemine vers la présence. Mhm. Donc ici, c'est un monde duel et c'est ce qui est proposé. Donc ici, l'idée de ce que je raconte, c'est pas d'éviter ça, parce qu'on ne peut pas l'éviter en fait. Voilà, Mhm. c'est l'expérience. Sauf qu'il y a un jour, on va se rendre compte de ça. Et la grande différence entre l'ego, c'est-à-dire la personnalité, et le mental, le corps mental, c'est un corps, c'est comme un ordinateur, c'est un Mhm. processeur. Et cet ordinateur, bah, il est hyper utile. Il Mhm. permet de penser, de compter, de raisonner, de parler. Donc, c'est très utile d'avoir un corps mental. Sinon, comment on pourrait réceptionner nos pensées? Et les Mhm. pensées, c'est pas que des trucs négatifs, hein, c'est aussi des bonnes idées, de la créativité, des intuitions. Une intuition, c'est une pensée, je suis désolée de le dire. Ça arrive dans le corps mental, hein, quoi qu'il advienne. Donc ici, tout ça, ça arrive dans le corps mental. Et la question à se poser, donc le mental n'a jamais été de problème non plus, puisque le mental est comme un ordinateur qui est au service de notre évolution, puisqu'il nous envoie des informations, il nous permet de réfléchir, il nous permet d'échanger, il nous permet plein de trucs géniaux. Mhm. Ouais. Donc où est le problème en fait là-dedans? Le problème, c'est pas le corps mental, le problème, c'est pas l'ego,
Le problème, c'est qui est-ce qui est en train d'utiliser cet ordinateur? Qui est-ce qui est en Mhm. train d'envoyer les pensées? Qui est-ce qui est en train de créer cette pensée qui apparaît ensuite dans ma tête? Qui est-ce qui tient les rênes de mon processeur? Qui est-ce qui dirige ma vie en fait? Puisque la pensée derrière, quand on va y croire, elle va générer une émotion qui va générer un comportement et une réalité dans laquelle on va s'enfermer. Donc on va Mhm. créer une boucle d'enfermement. Puisque le point de départ, c'est la pensée, bah, c'est bien depuis l'espace de la pensée qu'on gouverne sa vie. Mhm. Donc, la pensée n'est pas le problème. Le seul et unique problème, c'est celui qui est en train de jouer au rôle du penseur. Qui est-ce qui envoie les informations dans le canal de la pensée? Qui est-ce qui fait ça? Est-ce que celui qui fait ça, c'est l'ego? Ou est-ce que celui qui fait ça, c'est l'âme, le divin, la présence au service du grand plan? Ça, Mhm. c'est une vraie question à se poser. Et on va se rendre compte assez rapidement que tant que je ne suis pas le maître à bord, bah, celui qui prend les commandes de mon navire, bah, s'appelle l'ego, tout simplement. Mais c'est un processus de survie presque. Heureusement qu'il est là, parce Mhm. que sinon, on irait où là? On serait comme des bateaux sans capitaine. Bah, on se planterait tous dans l'iceberg, quoi, tu vois. Ouais. Donc, heureusement qu'il y a un capitaine et que certes, bah oui, l'ego, il joue son rôle. Bah oui, bah, t'es pas là. Bah, je suis là, t'inquiète. Mhm. Sauf que lui, il n'a pas les mêmes intentions que la présence. La présence a qu'une intention de lumière, d'amour et d'ouverture à soi et pour les autres. Alors que l'ego, bien sûr, in fine, il va être au service du plan de l'amour, puisqu'il n'y a que des choses au service du plan d'amour ici. Hein. L'inverse n'existe pas. Mhm. Mais il va utiliser des subterfuges, des techniques et voilà, des manières de faire qui vont nous amener un petit peu dans des situations qui peuvent en apparence être un peu plus complexes et un peu plus délicates à gérer que si, évidemment, la présence était au service ou la présence était aux commandes. Donc, ça va nous faire nous embourber, nous engluer. Son rôle à lui, c'est un peu de nous engluer dans la matière parce que comme ça, quand on est englué, il est sûr qu'on ne puisse pas se désengluer. Donc, Mhm. quand on est englué là-dedans, bah, lui, il est certain qu'il peut continuer à diriger puisqu'on est englué. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas là. Parce que si on est là, il ne pourra plus être là. Il faut imaginer que c'est comme Mhm. s'il avait peur de mourir, comme nous, en fait. Donc lui, vu qu'il a peur de mourir et qu'il a peur de plus exister, bah, il veut rester aux commandes. Et pour rester aux commandes, il faut qu'il trouve une solution pour que l'on n'apprenne jamais à prendre les commandes, qu'on soit jamais Mhm. là. Et la présence, c'est quoi? Bah, c'est quand on est là. Mais on n'est jamais là. Ouais. On n'est jamais là. On est toujours dans nos pensées, on est perdu dans nos émotions, on est perdu dans la scène de notre vie, on est perdu dans les discussions, on est perdu dans les manifestations physiques, on est perdu dans tout ce qui émerge à la surface ou à l'intérieur de nous. On est perdu dans la société, dans la lutte, dans la guerre, dans tout ce qui se passe en ce moment sur Terre. On se perd dans tout ce champ informationnel. On est perdu dans les informations. Et quand on se perd, c'est qu'on n'est pas là. Et Mhm. quand on n'est pas là, bah, lui, il s'éclate. On est là, ouais. Comme je te disais à l'antenne, ça peut être tellement vite, en fait, d'être là et simple d'une certaine manière que, en fait, dès que, que tu sens vraiment que tu es là, il n'y a plus rien qui va pas. Tu sens, en fait, un calme de tes pensées. Il y a plus, tu te sens plus dans la lutte de tes pensées. Tu es là. C'est quand même hyper fort comme ressenti. T'es juste là, en fait. Vraiment, l'idée, c'est d'essayer de vraiment le plus possible, chaque fois qu'on sent qu'on n'est pas là, revenir. Je pense qu'à un moment donné, tu as une sorte un peu de transition qui va se faire où, ah mince, je suis pas là, je reviens, tu vois, d'une certaine manière. Puis après, Bah, ça se. en fait, après un certain niveau, on va se rendre compte que le seul et unique problème, s'il y avait un Mm, problème à régler, bah, c'est qu'on n'est pas là. mm, Parce qu'en fait, c'est depuis ce point de départ-là qu'on va créer toute cette réalité. Alors, c'est difficile à entendre pour certains parcours parce que, évidemment, mm. quand on a juste un problème dans sa tête et qu'on a juste trop de pensées, bah, c'est facile à comprendre ça, c'est facile Ouais, à l'entendre. Mais les personnes qui ont vécu des viols, des incestes, qui ont été battues, qui ont vécu des expériences de vie traumatisantes ou qui sont en ce moment sous les bombes en Ukraine, bah, ouais, ça va être beaucoup plus dur pour eux d'entendre que c'est leur pensée qui a créé tout ça et que le seul problème dans tout ça, c'était le fait qu'ils n'étaient pas là. Tu vois. ouais, 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 ouais. Donc c'est pour ça que quand je parle comme ça, je me méfie beaucoup et aujourd'hui, je ne parle plus comme ça parce que je pense qu'il y a des nuances et que Mhm, tout le monde, ne peut pas entendre certains discours. mhm, Ici, l'idée, c'est tranquillement de se rendre compte, mais on n'est pas obligé de se rendre compte que c'est valable pour toutes les problématiques. On peut déjà se rendre compte qu'il y a certaines problématiques qui peuvent être, entre guillemets, «atténuées» ou tout simplement, résolues juste par le fait d'être là. Et que progressivement, au fur et à mesure où on va résoudre ces petites problématiques comme des petits pop-up ou des petits virus sur un ordinateur, on va se rendre compte de programmes et de process finalement qui sont beaucoup plus implantés et qui créent des choses beaucoup plus lourdes.
Mais on va Mm. s'en rendre compte progressivement. On ne peut pas se rendre compte de ça du jour au lendemain. Mm. C'est Mm. trop violent. Et si on dit ça, eh ben, ça braque l'ego. Parce que Mm. l'ego de certaines personnes qui souffrent énormément ne peut pas entendre ça, ne veut pas l'entendre. Donc Mm. ici, l'idée, c'est de se rendre compte qu'il y a des petits événements dans notre vie, dans notre quotidien, qui pourraient s'annihiler facilement si on apprenait à revenir dans son centre plus rapidement. Mm. Voilà. Ouais. Ou même pas plus rapidement d'ailleurs, tout court. Mm. Puisque j'entends beaucoup de personnes pareil, et c'est rigolo parce que quand même, j'anime des formats qui s'appellent «Vive l'instant présent». Donc Mm. l'idée de ces formats, c'est bien sûr de cheminer vers la présence, puisque Ouais. l'instant présent, c'est quand la présence est le capitaine de la Mm. barque. Et puis c'est rigolo parce que, cette retraite, je la trouve marrante parce que j'ai souvent, pas tous les groupes, mais il y a des fois certains groupes qui se magnétisent entre eux. Mm. Ce sont des groupes de grands méditants qui arrivent et en fait, ils arrivent dans ce stage pour se confirmer le fait qu'ils y Mm. sont déjà, tu vois? Ouais. Et moi, J'adore l'ego, ouais. je trouve ça très rigolo Ouais. et donc ils sont tous ensemble en plus parce qu'ils se sont tous magnétisés évidemment, parce que c'est plus Mm. rigolo. Quand on fait ça tous ensemble, c'est plus marrant Mm. et je me retrouve face à un bloc de personnes qui arrivent dans un stage pour apprendre à canaliser ça, mais qui en arrivant est déjà sûr d'y arriver. Mm. Et là, je vois l'ego à nouveau, parce Mm. qu'il y a une grande différence entre vivre quelque chose et mentaliser ça. C'est complètement différent et c'est très difficile pour ces groupes-là qui souvent à J3 ou J4 se rendent compte qu'ils n'ont jamais touché à la présence Mm. et pourtant ils ont fait 15 méditations ils ont fait je sais pas combien de stages avec, tous les gens les plus connus de la planète. Ils Mm. ont fait 1000 et un programmes et 1000 et une diètes et puis ils se rendent compte qu'en fait, c'était une jolie histoire, mais qu'en Mm. fait ils n'avaient jamais véritablement touché à ça. Comment ils s'en rendent compte? Bah, parce que dans l'expérience, dans ce qui est proposé, dans ce qui est vécu dans ces moments-là, ils touchent à quelque chose et ils comprennent pas. Mm. C'est C'est quoi ce que je quoi? viens de vivre là? Ouais, Bah, c'est ça quoi? s'appelle la présence. Ah bon? C'est ça la présence? Et là, et là tu captes là. Ouais. Et là, tu captes que tu avais jamais touché à ça en fait. Que Mm. toute ta vie, tu étais persuadé d'y être. Donc c'est pareil au niveau de la présence, c'est la même remarque. Si on est sûr d'y être, c'est qu'on n'y est pas encore. Mm. Voilà. Parce que Mm. dès qu'il y a une certitude, il n'y a que l'ego. Parce qu'il y a que l'ego qui est riche des certitudes. Comme tu disais juste avant, Ouais. quand cette présence se dévoile, Mm. c'est c'est pas quelque chose sur lequel on peut mettre des mots. Parce que si on arrive à l'exprimer, à mettre des mots, c'est que c'est pas tout à fait ça, hein. Mm. Et si ça continue à parler et si ça continue à je sais pas quoi en même temps, c'est pas tout à fait ça non plus. Alors bien sûr, il y a cette présence et il peut cohabiter tout un ensemble d'informations tout autour. Les pensées continuent, les émotions continuent, la vie continue, il n'y a rien qui change. Mais quand on est depuis cet espace de présence, ce qui change, c'est le regard que l'on porte sur tout cela. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, tu as mentionné avant la peur de la mort, ça m'a fait direct vibrer parce que je crois que j'ai eu une anxiété de la mort 20 ans de ma vie où j'avais, enfin, mais constamment je sortais, je dis je vais mourir, tiens, je vais mourir, je vais mourir. Puis en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, j'ai entendu la phrase, la peur de mourir, c'est la peur de vivre. Boum! Et puis en fait, je suis là, mais j'ai peur de mourir parce que je suis pas en train de vivre. C'est ça. Tu sais, et la claque nouveau de se dire, mais c'est pas la mort en fait, c'est que la vie que tu es pas en train de vivre. Et donc tu meurs, tu vois. Et tu meurs d'une manière, tu vois, symbolique, mais et du coup, tu disais aussi que l'ego n'avait pas les mêmes intentions que la présence. Et c'est ça aussi que je rejoins le fait que l'ego, en fait, il veut pas que tu meurs. Il a peur que tu meurs, en fait. Donc, il va tout faire pour que tu meurs pas. Puis Daphné, il peut pas mourir parce que mon rôle, c'est que tu survives, tu vois. Et en fait, donc, c'est là où, en fait, encore, tu te connectes à la peur de la mort encore plus, tout ce que tu fais. Mais je vais mourir, merde, je vais mourir, je vais mourir. En fait, tu vas vers la mort. T'es déjà mort, en fait, presque, tu vois, dans ton corps. Parce qu'on va tous mourir, le corps. Et ça, c'est un point qui est, je pense qu'il y a beaucoup, enfin, la peur, je pense, la plus grande peur, c'est la peur de mourir, à mon avis. Enfin, de ma perception. Bah, en fait, c'est, comme tu dis, on est déjà tous morts parce que qu'en fait, quand on arrive sur terre, on est. Né, c'est ne pas Ah, être. et... oh là, c'est chaud. Et oui, Ah ouais, et oui, on arrive ici, c'est désolée de le dire, mais je vais braquer plein d'ego en disant ça, mais c'est pas grave, je suis habituée. C'est quand on est, c'est qu'on n'est pas. on n'est Donc, plus. Ouais, c'est bah, vrai. on n'est plus, Ouais. donc on n'est pas là, en fait. Et du coup, nous, on pense, on se raconte une belle histoire et on croit qu'on est là. Mais n'importe quoi, on n'a jamais été là, en fait. On est amnésique, on sait même pas ce qu'on est. Ouais. Et Ouais, tant qu'on croit qu'on sait ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on est. Hmm. Ouais. Et oui, naître, c'est ne pas être.
Donc ici, tout le monde arrive sur le même piédestal. Attention, il y a des parcours un peu différents, hein. Il y a des divergences. Je ne veux pas faire une généralité parce qu'il y a toujours des divergences. Mais ici, pour parler à la masse commune, on va dire, on arrive ici et on est, donc on n'est pas. Et donc on arrive amnésique, on ne sait plus qui on est, on ne sait pas pourquoi on est là. On s'est retrouvé complètement contracté dans une sphère qui est en troisième dimension et qui est écrasante et qui est comme elle est, qui est proposée dans cette expérience. Mais on est complètement amnésique en fait. On est en amnésie totale, on est dans un rêve. En fait, on est en train de dormir. C'est pour ça qu'on appelle ça le réveil. Parce que pourquoi c'est un réveil? Parce que c'est un réveil de l'endormissement, primordial en fait, de l'endormissement, c'est le but. On arrive endormi pour apprendre à se réveiller. Si on goûtait pas à l'endormissement, on ne pourrait pas goûter au réveil. C'est Hmm. simple, en fait. Si on ne goûtait pas à la souffrance, on ne pourrait pas goûter à l'amour, désolée de le dire. Si on ne goûtait pas à l'inconfort, on ne pourrait pas goûter au confort. Si on ne goûtait pas à un enfant qui ne sait pas ce que c'est chaud, par exemple. Moi, j'ai mon petit filleul comme ça, il ne sait pas ce que c'est chaud. Donc l'autre jour, il y avait une bougie allumée, il met son doigt dedans. Alors, on avait beau lui dire: «Attention, c'est chaud», bah non, il a Hmm. fallu qu'il mette son doigt dedans, qu'il touche, qu'il ressente ce que ça fait que d'être chaud, pour ensuite mettre son doigt sous l'évier, sous l'eau froide et dire: «Ah bah ça, c'est froid». Bah, il venait de comprendre ce que c'était que d'être froid et ce que c'était d'être chaud en faisant l'expérience et en faisant l'expérience de ces 2 polarités. Donc c'est la même chose pour nous, en fait. Je vois pas pourquoi ça serait différent pour nous. Pourquoi est-ce qu'on aurait la prétention de croire qu'on est différent? Ça, c'est très Hmm. nombriliste, hein. Bon, bah, bien sûr, c'est à la mode, hein, dans le milieu spirituel. Mais en fait, non, on arrive ici à un stade, plus ou moins important. Bien sûr, on n'est pas tous égaux, Hmm. mais on arrive, enfin si, on est tous égaux, EGO, hein, Ouais, mais on n'est pas Géo. tous égaux, EGAUX. Mais on arrive ici avec tous plus ou moins un endormissement plus ou moins important, on va dire. Il y en a, ils sont endormis depuis des millénaires. Donc Hmm. c'est sûr que ceux-là sont particulièrement en colère. Bah Hmm. oui, c'est normal. C'est normal qu'ils soient en colère, ça fait, des millénaires, qu'ils sont là, ici, ils comprennent rien et qui sont, face à cette société de merde, ce monde de merde, la pollution, les gens qui se tapent dessus, mais normal qu'ils soient en colère. Et puis il y a ceux qui arrivent ici et ils sont dans l'endormissement, mais un endormissement qui est plus rapproché de la phase de réveil, tu vois? C'est comme si il y a des êtres, ils s'endorment plus longtemps que d'autres et d'autres qui se réveillent plus vite. On n'est pas tous égaux là-dessus. C'est des processus qui ne peuvent pas se comparer les uns aux autres. C'est pour ça que ça sert à rien de comparer les parcours des uns et des autres. On peut que Hmm. s'enrichir des uns des autres, mais il ne faut pas chercher à faire pareil que quelqu'un d'autre. Donc ici, voilà, on est endormi, donc on ne peut que se réveiller, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hmm. Donc Ouais. c'est pour ça que l'ego a très peur de la mort. C'est pour ça qu'on a peur de la mort, parce qu'en vérité, on est déjà mort. Hmm. Et comme tu le dis, on a peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce que c'est que de vivre. Puisqu'on est endormi, on ne peut pas vivre. Hmm. Il y a personne qui vit ici. Et il y avait ce film encore là récemment, ce film français là qui est sorti, qui est très, très touchant, au sujet de la mort. Hmm. Comment il s'appelle déjà? De son vivant. Où, J'ai pas c'est, vu. voilà, c'est l'histoire d'un monsieur là qui apprend qu'il a un cancer et qui va mourir. Et Mhm. c'est tout son parcours. Et tu verras dans le film, il y a un moment, cette personne réalise, en étant confronté à la mort, qu'il n'a jamais goûté à la vie. Hmm. Et d'un seul coup, il goûte à la vie. Mais il faut attendre d'être face à la mort pour enfin goûter à la vie. C'est pour ça que les bouddhistes, et il y a plein de traditions comme ça dans le monde entier, qui se préparent à mourir et qui méditent sur la mort. Par exemple, si tu vas en Inde, tu as des sadhus qui sont sur les temples de crémation et qui sont là en train de méditer, alors qu'ils se font tous brûler, hein, ils sont en train de méditer sur la nature impermanente et intemporelle, enfin impermanente plutôt du corps, par exemple. Et donc, ils méditent sur la mort, ils se préparent à mourir. Pourquoi est-ce qu'ils Hmm. se préparent à mourir? Parce qu'en se préparant à mourir, ils apprennent à vivre. Hmm. Ouais, purée. Mais c'est comme si tu vas dans les hôpitaux, les personnes âgées, le plus gros regret, c'est que j'ai pas vécu, quoi. Enfin, j'ai pas aimé, C'est j'ai ça. pas suivi mes rêves, tu vois. C'est tout le temps ça, c'est ça. Oh, purée, ça me touche. Ouais. Pour conclure, on pourrait juste, parce qu'après, il y a cette idée aussi que bah voilà, quand tu te rends compte, puis quand tu te réveilles d'une certaine manière, Oui. eh ben, tu vois, il y a aussi l'ego qui peut se dire, mais non, c'est bon, t'es tout. T'as rien besoin de faire. Tu vois, Oui. ce réveil-là, ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ah bah non, justement, ça c'est le grand truc de plein de gens, effectivement. J'en vois des commentaires comme ça sur ma chaîne vidéo. Mm, C'est les gens qui me disent: «Mais Charlotte, mais pourquoi tu parles de ça? On est tout, on est la présence qui goûte à tout, mais à quoi mm, bon continuer à parler de tout ouais, ça?» Et je dis: «Oui, d'accord, OK, bah alors si tu as besoin de l'écrire et de le dire, c'est que c'est dans ta tête. Parce que quand on mm, le vit, on n'a pas besoin de le dire, déjà, c'est la première chose. Donc tant qu'il y a un truc dans la tête qui se pose la question de, c'est qu'on n'est pas en train de le vivre encore. mm, Sinon on se poserait plus la question. mm, ouais, Déjà, c'est comme des gens qui me disent: «Mais quand est-ce que je vais guérir?» Le jour où tu arrêteras de te poser la question. ouais, C'est la même idée.
Donc là, ici, c'est important pareil, de remettre l'église au centre du village et pas l'ego au centre du village et Mmh. de se rendre compte que l'évolution, elle est infinie. Mmh. On a cette prétention en tant qu'humain, c'est terrible. Je pense qu'il y a que le règne humain comme ça. Enfin, j'espère que les autres règnes ne sont pas comme le nôtre. Mais le règne humain a la prétention de croire qu'il est la dernière espèce en haut du maillon de l'évolution. Ouais, ouais. Tu sais? Parce qu'il croit qu'en dessous, il y a les animaux, les minéraux, les végétaux, mais que lui, il est au-dessus, quoi. Mais il n'a pas compris que dans l'univers, il y en a des millions au-dessus de lui, tu vois? Et qu'en fait, son évolution, c'est rien à l'échelle de l'univers. Il est minuscule, le mec, tu vois? Ouais. Et ça, c'est le temple de l'ego. Ça, il y a que l'ego qui pense comme ça. Quand on est vraiment pleinement en cours de réalisation intérieure, on se rend compte dans l'expérience que c'est infini. Et après, il y a une joie incroyable à vivre. Parce qu'il y a une joie incroyable à goûter à toutes ces expériences. Pourquoi? Parce qu'on vit l'expérience au centre de l'expérience et cette expérience nous fait grandir à chaque instant. Donc il n'y a plus Mmh. d'histoire de évoluer, se réveiller, pas machin. Il n'y a plus ça en fait. Ça n'existe plus. On ne se Mmh. pose même plus la question. C'est pour ça que tant qu'il y a cette question qui est posée, c'est qu'on n'a pas encore appris pleinement à vivre. Mmh. Ouais, puis vivre, du coup, ben, comme tu as envie de faire ça, tu as un élan, tu as ci, tu as ça, et la joie, vraiment, tu sais, il y a des moments où genre, je goûtais à la présence, et d'un coup, je voyais après, mais wow, tu sais, tu vois plein, tu revois, tu vois plein de choses, tu vois tout qui s'aligne autour de toi, tu vois des couleurs qui te parlent, tu te dis, mais wow, tu sais, genre, je vois quoi, je vois que l'arbre il est en train de, tu vois, de me donner un message. Enfin, c'est vraiment c'est assez puissant. Et du coup, c'est là où en fait comme tu dis, il y a la joie où tu joues ton truc en fait. Et tu subis plus, mais tu joues quoi. Et tu prends les rênes de ton jeu et ça. Et puis il y a ce détachement aussi où tu te dis, mais tu vois, tu le dis souvent, c'est la réaction à ta réaction qui te rend. Tu vois. C'est tellement incroyable parce que dès que tu t'observes en fait, tu vois ce truc, c'est limite, genre, tu vois que tu t'enfermes toi-même dans ton truc. C'est Et ça. c'est vraiment intéressant. C'est ça. Et merci beaucoup, Charlotte. Merci du fond du cœur pour notre moment. J'ai adoré. Bah, merci Daphné. Merci. Et j'ai l'habitude de laisser justement mon invité. Je vais faire le mot de la fin. Qu'est-ce qui t'a envie? Qu'est-ce qui t'inspire? Un mot de la fin. Qu'est-ce qui m'inspire un mot de la fin? Oh là là, Ah, c'est il y aurait dur, beaucoup hein. de choses, hein. Ouais, c'est dur. Bah, c'est la simplicité, hein, comme toujours, hein. Mm. C'est la simplicité. Moi, j'invite toujours les personnes, si elles ont envie, de commencer un petit peu à goûter à ça, c'est déjà de tout simplement oser se montrer telles qu'elles sont. C'est simple, en fait, et voir le nombre de fois où dans la journée, on n'ose pas parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être humilié, on a peur d'être mal considéré, on a peur d'être jugé. En fait, on a peur du regard de l'autre. Donc en fait, Mm. on a peur de soi parce que le Mm. regard de l'autre, c'est son propre regard, hein. Et c'est fou le nombre de fois où on ne s'autorise pas à vivre parce qu'on a peur. Et du coup, ici, j'inviterais vraiment les personnes à oser tout simplement déjà commencer par des petites actions qui sont vraiment mais minuscules, des petits trucs dans le quotidien, où il y a des fois, on va dire: «Ah non, ça je le fais pas, j'ose pas». Bah, je sais pas, tu vois la boulangère, oh, elle est trop belle, elle a des super belles boucles Mm. d'oreilles, tu es là face à elle, tu trouves ses boucles d'oreilles sont trop belles, tu entends dans ta tête: «Ah, j'aimerais bien lui dire, ah ouais, mais j'ose pas». Bah, vas-y pour une fois, dis-lui que ses boucles d'oreilles sont belles. «Ah non, mais j'ose pas parce que j'ai peur de la mettre mal à l'aise», par exemple. Mais vas-y, mais dis-lui, mais ose lui dire et tu vas voir comme ça va déclencher ton évolution. Mm. J'adore. Et Ah, c'est c'est vrai. simple, Mm. c'est simple. Ouais. Donc ne pas oublier que c'est simple et que ça commence par des actions, pas par ce qu'il y a dans la tête. Il faut lâcher ce qu'il y a dans la tête, il faut agir. Agir simplement. Et c'est toutes ces petites actions qui sont vraiment, mais ça va pas changer la surface, ça va pas changer la face du monde, mais ça va changer profondément votre vie, en fait. Mm. Et en changeant profondément votre vie, je peux vous assurer que ça changera la surface du monde. Ça, c'est certain. Donc c'est que des petites choses comme ça qui vont permettre progressivement de se désengluer. Il ne faut pas chercher à tout retirer d'un coup parce que le champ est vaste, il est bien miné. C'est un Mm. champ de bataille et souvent on a peur et au moment où on le fait, on se rend compte: «Ah c'est fou, j'ai flippé pendant 3 semaines» et au moment où tu le fais, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui s'est produit et que tout va Ouais. très bien. Et Ouais. là, c'est dingue, hein. Mm. Et je vous recommande tous d'aller voir la chaîne de Charlotte, la chaîne YouTube de Charlotte, ses réseaux sociaux, aussi sur Insta, hein, Insta et YouTube, c'est ça? Ou Oui, Facebook bah, aussi? tout, Tout, ouais, Facebook, partout. partout. Merci beaucoup, Bah, Charlotte. Je merci te fais de beaucoup gros Daphné. bisous.